Confluent, avec Catherine Egault et Mathieu Lavigne. Bonjour Catherine. Alors, qui rencontrons-nous cette semaine? Eh bien, cette semaine, Mathieu, nous partons à la découverte de l'Abénaki en compagnie de Philippe Charland, extraordinaire ambassadeur de cette langue et de cette culture. Sans être autochtone, Philippe Charland s'est en effet pris d'une véritable passion pour l'Abénaki, dont il est aujourd'hui l'une des principales références linguistiques. Titulaire d'un doctorat en géographie, il se consacre maintenant entièrement à l'enseignement de la langue abénakise, comme professeur à l'institution CUNA et en tant que chargé de cours à l'Université de Sherbrooke et à l'Université Bishops. Il l'enseigne également dans les communautés d'Odanak et de Wolinack. En plus d'enseigner la langue abénakise, Philippe Charland a développé plusieurs outils pédagogiques qui contribueront à la pérenniser pour les générations futures, notamment une grammaire et un dictionnaire français abénaki. Au micro de Catherine Egault, Philippe Charland constate l'évolution de la langue abénakise depuis une centaine d'années, nous en dévoile quelques secrets et nous livre un formidable message d'espoir quant à son avenir. Philippe Charland, bonjour. Kwai. Philippe Charland, vous n'êtes pas abénaki, vous n'êtes pas autochtone en fait. Comment en êtes-vous arrivé à devenir la personne ressource de la langue abénakise? En fait, quand j'ai commencé mes études universitaires, je cherchais à avoir accès à une langue autochtone. Je me suis dit, je vais faire un devoir de citoyen en m'intéressant aux langues de l'environnement. Les gens vont souvent regarder des langues ailleurs, l'espagnol, l'italien, ils cherchent un peu partout. Moi, je me dis, c'est étrange, les langues d'ici, on n'en entend pas parler. Puis je cherchais à avoir accès à ces langues-là. Je suis tombé sur des cours qui étaient donnés à Odanak, ça fait plus de 20 ans. C'est ça qui m'a donné un peu la piqûre, puis que j'ai prolongé là-dedans assez pour que je devienne un peu l'autorité en la matière. Donc une curiosité intellectuelle à la base. Oui, c'était une curiosité intellectuelle. Je cherchais à avoir accès aux langues du territoire, puis je suis tombé sur l'Abénaki. Parlez-nous justement des Abénakis. Où vivent-ils? Combien sont-ils? En fait, il y a deux réserves abénakises au Québec, qui sont Odanak, qui est situé à l'est de Sorel, et Wolinack, qui est sur la rive sud de Trois-Rivières, un peu à l'est de Trois-Rivières. Il y a environ 3000 Abénakis qui sont enregistrés auprès de ces deux bandes-là, qui habitent un peu partout au Québec. C'est deux petits villages, Odanak puis Wolinack. Odanak, il y a à peu près 300 personnes. À Wolinack, à peu près 100 personnes. Le reste est réparti un peu partout au Québec. Il y en a aussi en Nouvelle-Angleterre, État de New York, un petit peu en Ontario, autour de Sudbury. Ça fait en gros à peu près 3000 personnes. Et comment se porte la langue abénakise? Si on recule, il y a plus de 100 ans, pas mal tous les Abénakis parlaient abénaki. Tout le monde était à tout le moins bilingue, si c'est pas trilingue, donc abénaki, français, anglais. Et on est passé en 100 ans à... il y a plus de ce qu'on appelle des locuteurs L1, donc des gens que c'est leur langue maternelle. Là, il en reste plus qui sont capables de fonctionner dans cette langue-là. Il n'y en a plus du tout. Non, ce qui reste, c'est des L2, des gens qui ont réappris. Puis il y a différents niveaux à travers ça. Là. Moi, je suis un L2, mais je ne suis pas abénaki. Là, mais les autres abénakis qui ont assez de connaissances, il y a différents niveaux là-dedans. Là. Et s'il y a si peu de locuteurs qu'il reste, comment est-ce qu'on fait pour l'apprendre? Comment avez-vous fait, vous? En fait, il y avait des cours qui étaient donnés, depuis les années 90, il y avait des cours qui étaient donnés à Odanak par une dame qui s'appelait Cécile Wawanolette, qui, quand elle a arrêté, l'a donné à sa meilleure étudiante, qui était Monique Nolette-Hillé, qui, à la suite de ça, a donné des cours, et j'ai suivi ces cours-là avec elle. Donc, c'est de là que j'ai acquis mon bagage. Puis ensuite, avec du travail moi-même personnel, là, j'ai pu pousser plus loin, disons. Avec des textes historiques, par exemple? Oui, il y a quelques livres qui ont été publiés en abénaki qui sont, on appelait ça des grammaires. On appelait ça des grammaires à l'époque, mais c'est pas vraiment des grammaires. Des livres avec des textes, là, par exemple, il y a Joseph Laurent qui a publié un livre. Il y a des petites histoires, des petits dialogues, un peu de grammaire, du vocabulaire. Il y a Henry Lorne Masta aussi qui a fait la même chose avec des petites histoires qui sont traduites. Donc, on a un peu de matériel là-dessus pour travailler. Puis, il y a différents dictionnaires qui ont été faits au fil du temps. Là. Donc, une fois qu'on
a la base un peu, on peut construire là-dessus. Mais vous-même, vous en avez écrit un de dictionnaire et une grammaire. Oui, j'ai travaillé sur 2 projets différents. Là. Un projet de dictionnaire français abénaki pour les apprenants, qui est en révision, là, donc devrait sortir éventuellement d'ici peut-être la prochaine année ou 2 ans. On avait une première version qui avait été faite. Là, j'ai refait une deuxième version plus augmentée, à peu près plus de 5000 entrées. Là, je suis peut-être rendu à 10 000 entrées. J'ai aussi travaillé sur une grammaire abénakise, un début de grammaire abénakise avec Jimena Terraza, une de mes collègues au collège Kiyuna. Oui. Puis on s'est basé sur ce qui avait déjà été fait dans la langue, ce que je connaissais aussi, puis on a essayé de pousser un peu plus loin parce que souvent les outils qui ont été faits à une autre époque, la linguistique n'était pas très avancée au 19e siècle. Il y a eu des grandes avancées dans la linguistique des langues autochtones d'Amérique du Nord dans le 20e siècle, dans la deuxième moitié du 20e siècle. Donc, on regarde un peu à gauche, à droite, puis on essaie de créer quelque chose. C'est extrêmement long de monter ça à partir de textes. Il faut chercher des exemples, c'est souvent ça le problème. Mais on avance là, tranquillement. Tranquillement. Ouais. Et quelles sont les spécificités de la langue abénakise? C'est une langue de la famille algonquienne, donc la même famille que si les gens pensent à l'Innu, au Cri, à Tikamek, Mi'kmaq, Anishinaabe-Mowen aussi, algonquin. C'est dans la même famille de langues, donc c'est des langues qui sont, pour dire ça facilement, c'est un mot peut être une phrase. Donc souvent les gens sont impressionnés par la longueur des mots, parce que c'est une phrase au complet souvent. Oui, des fois si je le traduis en français, on va avoir un mot qui est peut-être moins long, mais si je traduis littéralement ce que ça dit, ça va être 3, 4, 5 fois plus long en français. Donc, ça, c'est une des premières particularités. Pourquoi? Parce que ce sont des images? C'est une langue imagée? Ou pourquoi? C'est parce qu'un mot fait une phrase. Si je dis, par exemple, « Wombegit », c'est un petit mot, mais si je le traduis, c'est celui qui est blanc, mettons. Donc, c'est souvent une description des mots qui peuvent être des phrases qui vont décrire des situations. Mais en français, si on le défaisait ce mot-là qui est en abénaki, on aurait besoin de plusieurs mots, ça ferait une phrase complète. Donc ça, c'est une des particularités. Puis l'autre, c'est le genre. En français, on a masculin, féminin. En abénaki, c'est pas comme ça que c'est réparti le genre. C'est entre ce qu'on appelle animé et inanimé. Mais ça n'inclut pas nécessairement tout ce qui est animé. C'est différent. Puis c'est là qu'on voit un peu la pensée des gens dans cette langue-là. C'est-à-dire que dans la catégorie des mettons en français, le masculin et le féminin, il n'y a pas vraiment de logique là-dedans. C'est plus l'habitude qui a fait en sorte qu'on ne dit pas un table, mais on dit une table. Donc, il n'y a pas vraiment de logique. Mais en abénaki, il y a une certaine logique. Puis cette logique-là, c'est tout ce qui va être considéré comme animé. C'est les humains, les animaux, les arbres. Et ensuite, certains objets. Il va y avoir aussi des phénomènes météorologiques qui vont être considérés comme animés aussi. Donc, on dit animé, inanimé, mais on pourrait dire que c'est ce qui est important versus ce qui n'est pas important. Puis là, on a une autre vision du monde qui va apparaître. Si je pense à l'exemple de la coutellerie, une fourchette, Namatkwaigan, ça c'est inanimé. Mais une cuillère, Amkwan, ça c'est animé. Un couteau, une sakwak, ça c'est animé. Donc souvent les gens disent « Ah, le couteau est animé, il va me tuer. » Non, il n'y a pas de danger. Il est grammaticalement animé, donc il faut le prendre en considération. C'est pas dangereux, littéralement, au sens propre. Et qu'est-ce qui fait qu'une cuillère, c'est plus important qu'une fourchette? Parce que ça peut remplacer la fourchette alors que la fourchette ne remplace pas la cuillère pour la soupe. Mettons, c'est ça la raison? Ou... En fait, probablement que à l'origine, il n'y avait pas de fourchette. Là. Souvent, si on regarde dans les sociétés orientales, il n'y en a pas vraiment de fourchette. Là. La cuillère est là, la fourchette l'est pas. Ils ont des baguettes, par exemple. Pour les Abénakis, c'est pas vraiment important d'avoir accès à une fourchette. C'est quelque chose d'importé, probablement. Il y a un nom pour le décrire, mais c'est quelque chose d'importé. C'est pas quelque chose qui est important comme une cuillère. Parce qu'une cuillère, on peut boire avec. On pourrait manger aussi si on voulait. Donc, c'est plus important. La même chose qu'un couteau. Alors qu'une fourchette, c'est plus ou moins nécessaire, disons. On va dire ça comme ça. Donc, animé, inanimé et des mots qui forment une phrase. C'est ça qu'il faut retenir de la spécificité de la langue abénakise. Oui, on peut décrire des choses avec beaucoup de précision. Là, je pourrais dire, il faut toujours savoir où est la personne. Il y a beaucoup de descriptions géographiques. Là. Souvent, pour les autres langues autochtones, disent souvent c'est important, la langue, c'est le territoire. Oui, en effet, c'est parce que c'est du positionnement. La langue te positionne géographiquement, spatialement, tu es positionné par la langue. C'est plus précis qu'en français, disons. Et est-ce que ça survit dans les toponymes, par exemple?
Les toponymes, c'est souvent de la description, de la caractéristique principale. Souvent, les noms décrivent la caractéristique principale. Donc, les toponymes aussi pourraient rentrer là-dedans. Par exemple, un toponyme qui est assez connu, là, Coaticook. Coaticook, les gens pensent que c'est le royaume de la crème glacée, ou je sais pas quoi ça veut dire. Non, c'est ce que j'ai pensé en tout cas. Ouais, ben, en fait, ce que ça veut dire, Coaticook, c'est à la rivière du pain. Pas le pain qu'on mange, le pain l'arbre, effectivement. Probablement, il devait avoir un gros pain quelque part sur la rivière. Donc, c'est ça qu'on va retenir comme caractéristique principale pour l'endroit. Les toponymes vont servir de point de repère. Donc, souvent, les toponymes vont décrire les lieux. Est-ce qu'il nous en reste beaucoup des toponymes abénakis? Il y en a encore beaucoup au Québec. Souvent, ils sont cachés comme Coaticook. Les gens vont penser que ça vient de l'anglais. Non, c'est un toponyme autochtone. Même Magog, Magog. Souvent, ce qui se produit avec les toponymes, c'est qu'ils sont beaucoup déformés. Souvent, ils vont perdre aussi des parties de leur propre composition, puis ils voudront plus rien dire à ce niveau-là. Et pourtant, la langue abénakise s'écrit maintenant avec l'alphabet latin et le 8. La langue abénakise est écrite depuis plus de 400 ans. Là. C'est pas quelque chose de nouveau. Là. Souvent, les gens vont dire « Ah, les langues autochtones, c'est des langues orales. » Oui et non. Oui, si on prend de l'écriture de type européen, mais le premier dictionnaire qui a été fait, c'est 1691. Ça va faire bientôt 400 ans. Avant ça, les gens écrivaient, mais c'est souvent sous la forme de ce qu'on pourrait appeler comme des hiéroglyphes. Là. Si les hiéroglyphes sont considérés comme de l'écriture, toutes les langues autochtones avaient aussi leur forme écrite. Là. C'est juste qu'elle n'a pas été retenue, mais on la voit apparaître souvent à des endroits. Donc, les langues autochtones ont été écrites à travers le temps. La forme abénakise d'écriture de nos jours s'est modifiée évidemment à travers le temps parce que c'était surtout influencé par les jésuites qui ont écrit donc du latin, entre autres du grec, qui ont influencé la façon d'écrire. La façon s'est modernisée jusqu'à nos jours. Puis là, évidemment, oui, effectivement, il y a un 8, mais en fond, c'est un on. C'est un son qui n'existe pas en français. Donc, le 8 que les gens vont voir apparaître quelquefois. À une autre époque, ce son-là a été écrit avec un O accent circonflexe. Ce même son-là a été écrit avec un A, N et un tréma sur le N. Un O souligné. Donc, là, de façon moderne, maintenant, ce son-là est représenté par un 8, mais c'est littéralement un on. Il faut imaginer comme si on avait un O avec un N sur le dessus ou un A avec un N sur le dessus. Donc, c'est un 8, mais c'est pas 8, c'est on. Ça se prononce on. Okay. Oui. Ça se commente A-N et O-N, disons. Je voudrais revenir à votre fourchette là dont vous parliez tout à l'heure. Oui. Parce que vous disiez que c'était probablement quelque chose qui n'existait pas avant la colonisation. Donc le mot a été inventé. Comment est-ce qu'on fait aujourd'hui pour faire évoluer la langue alors qu'il reste si peu de locuteurs? Comment est-ce qu'on fait pour les nouvelles réalités? Est-ce qu'il y a une académie ou c'est vous qui décidez ou qui décide de ça? Ben, en fait, la beauté de la chose par rapport, par exemple, au français, quand les mots sont créés en français, vous regardez dans les dictionnaires, c'est partout comme ça. C'est tout le temps basé sur le grec, le latin. Donc, le français, quand il y a des nouveaux mots, on va puiser dans une autre langue. Pour l'abénaki, on est déjà dans notre grec ou notre latin. Donc, si je veux exprimer une nouvelle idée, tout ce que j'ai à faire, dans le fond, c'est de puiser dans des espèces de racines. C'est comme des concepts, donc des syllabes qu'on va représenter, en fait, qui vont exister, qui représentent un concept. Donc, je vais coller les concepts ensemble, puis je vais avoir un mot. Par exemple, si je prends la fourchette, on a cet exemple-là, le Nematkwa-Hegan. Hegan, ça va être un objet, un instrument, puis le Nematkwa, c'est pour apporter. Donc, dans le fond, c'est un truc pour apporter. Donc, c'est la description de la fourchette. C'est leur vision de ce qu'était une fourchette. Là. Donc, quelque chose pour apporter. En fait, ça apporte à la bouche. Là. Ça ne dit pas nécessairement dedans, mais c'est quelque chose pour apporter. Mais ce mot-là ne pourrait pas servir à désigner un panier, par exemple? Non, parce qu'un panier, ça va être abasnonda. C'est une poche d'arbre. Donc, c'est une autre description. C'est sûr que c'est par convention, parce que dans l'absolu, quelque chose pour apporter, ça pourrait être n'importe quoi, mais par convention, on va utiliser Nematkwa-Hegan pour désigner une fourchette, abasnonda, une poche d'arbre, c'est un panier, dans le fond, ben ça va être ça la forme pour désigner un panier. C'est comme ça qu'on va l'avoir imaginé. C'est la conception du monde va se retrouver dans les mots.
Et qui décide de ça? Mettons qu'on voudrait inventer un mot pour quelque chose de très très nouveau. Qui va décider de ça? La personne qui aura besoin du mot? En fait, jusque dans les années 60, il y avait encore assez de locuteurs pour créer des nouveaux mots, pour représenter des nouvelles réalités. Souvent, ce qui s'est produit, c'est qu'il y a eu des emprunts. Donc, on a fait des emprunts à l'anglais ou au français. Par exemple, si on revient encore à notre couvert d'ustensile, une assiette, c'est « an assiette ». Donc, ça vient de « une assiette », évidemment. C'est assez proche. C'est un emprunt. On a emprunté l'article et le mot du français, donc c'est assez proche. Donc, on a fait l'emprunt directement. On aurait pu faire une description, mais on l'a pas fait. Donc, depuis les années 60, on peut dire qu'il n'y a plus vraiment eu d'invention en tant que telle. Puis, je prends un exemple d'un truc extrêmement moderne, un satellite. Le mot en abénaki, c'est Sputnik. On a emprunté du russe parce que c'était ça à l'époque. On n'a pas créé un nouveau mot. On aurait pu, mais on a fait seulement l'emprunt. Donc, ça, souvent, il y a eu des emprunts comme ça. Depuis ce temps-là, la langue a tellement périclité que les gens se sont mis soit à employer les termes en français ou en anglais quand ils se parlaient en abénaki. Puis comme on peut dire depuis 20 ans, les seules innovations qui vont avoir été faites, ça va être une poignée de personnes qui vont dire « Je vais essayer de décrire X, Y situation de la vie moderne d'une façon, mais il n'y a pas d'uniformité encore qui a été créée. » Là. Ça va venir au fil du temps, mais c'est pas uniforme. Là. Donc, la création de nouveaux mots, j'ai eu à le faire à plusieurs reprises. J'essaie de puiser dans des racines qui vont permettre de comprendre la personne, de dire « OK, je pense que c'est ça que ça veut dire. » Tout le travail reste à faire. On part de vraiment loin. C'est ça qu'il faut penser, on part de loin. Si on rassemblait toutes les personnes avec qui vous pouvez avoir une conversation en abénaki, ça ferait combien de gens? Ça se compte sur les doigts d'une main. Il y a 100 ans, on est parti de pratiquement tout le monde parle à il n'y a plus personne. Les gens qui restent, c'est tous des locuteurs L2 qui ont réappris, puis c'est sur les doigts d'une main. On n'est pas nombreux. Là. On est vraiment limité dans le nombre de locuteurs parce qu'il faut recréer la base, l'habitude, les gens qui soient assez bons pour pouvoir s'exprimer, là, c'est long à faire, disons. Mais vous aviez l'air de dire que ça allait vers du mieux quand vous disiez que de plus en plus de gens s'y intéressent quand même? Oui, en fait, il y a eu un vide pendant longtemps. Souvent, les gens vont accuser les pensionnats. Les abénakis ne sont pas allés en majorité au pensionnat. Quelques personnes sont allées, mais très peu. Eux avaient une école de jour, une école indienne de jour. Donc, ils allaient à l'école sur la communauté. Puis le choc était peut-être moins grand parce que probablement tout le monde déjà parlait en français puis en anglais. Parce qu'il y avait de l'école pendant plus que 100 ans, il y a eu de l'école en abénaki. Il y a des manuels scolaires qui existent en abénaki. L'école se faisait en abénaki. C'était le primaire, évidemment, mais les gens étudiaient l'abénaki. Quand l'école indienne de jour est apparue, l'Académie Saint-Joseph, qui était pas nécessairement une mauvaise école au sens de l'enseignement qui était donné. C'est sûr, probablement que les gens, en fait, à l'intérieur de ce qu'on nous dit, les gens ont plus ou moins souffert du fait que, s'ils parlaient déjà plus leur propre langue, l'abénaki, ils parlaient français ou anglais, ils souffraient pas tant que ça. Les gens qui parlaient encore abénaki, on leur disait qu'ils pouvaient pas parler à l'intérieur. Donc là, il y a eu du dommage qui était fait à ce niveau-là. Donc, la langue était perpétuée parce qu'il y avait de l'école en abénaki, puis il y avait un autre système, l'Académie Saint-Joseph. Là, l'abénaki n'était pas enseigné. Puis après ça, les gens ont pas communiqué leur langue. Là. Les gens qui parlaient l'ont pas vraiment enseigné à leurs enfants. Donc, on est parti de une génération, 2 générations complètement coupées de la langue, là, ou pratiquement. Là. Est-ce qu'on sait pourquoi les parents ne parlaient pas à leurs enfants en abénaki? C'est comme les autres langues. Là. C'est un phénomène peut-être, je dirais, quasiment mondial. Là. C'est comme si les gens ont pensé, la modernité, t'as pas besoin de ces langues-là, l'abénaki ou les autres langues autochtones. T'as pas besoin de ça pour évoluer. T'as besoin de l'anglais plus français. C'est ça, la modernité. Comme ailleurs, je vais prendre l'exemple de la France, les patois en France. On leur a dit, c'est pas moderne, ça, abandonnez ça. Puis tout le monde est allé à l'école, a été lancé dans le français alors que plein de gens ne parlaient pas français. Là. C'est un peu le même principe. C'est l'idée de la modernité. C'est des affaires d'ancien temps, abandonner ça, puis les gens en étaient convaincus, puis ça s'est arrêté là, malheureusement. Hein. Et comment vos travaux sont reçus dans la communauté? Est-ce que vous êtes une sorte d'extraterrestre ou est-ce qu'au contraire, on accueille vos travaux en disant oui, il faut ressusciter cette langue-là? En fait, j'enseigne pour
les conseils de banque. S'ils n'étaient pas d'accord avec mes travaux, ils ne m'engageraient pas. Donc, je suis payé par eux, donc ils doivent approuver en quelque part. Ils ne sont pas obligés de faire ça, là, mais ils ne payent pas. Donc, ce que je fais semble être apprécié. Là, puis je veux pas prendre la place de personne non plus. Moi, c'est comme un cadeau que j'ai reçu, puis je redonne à travers les cours. J'en donne partout. Comme on dit tout le temps, moi, je me prétends pas à Benaki. On va pas m'inviter parce que je suis à Benaki, que je dis que je suis à Benaki. Je ne le suis pas. Je suis seulement engagé pour donner des cours. Je me prends pas pour un Abenaki. C'est pas mon but. J'essaie juste d'aider. Je pense que c'est apprécié parce que sinon, il arrêterait de me payer. Mais bon, j'en donne au plus de gens que je peux. Puis éventuellement, former de la relève. Là, c'est ça l'objectif. Et pourquoi c'est si important de garder une langue en vie? En particulier la langue abénakise. Pourquoi c'est si important? C'est la façon de voir le monde. Disons, la présence française en Amérique du Nord, ça fait pas longtemps. Là, on remonte, mettons, disons, au début du 16e siècle. C'est court dans l'espace du temps. Si on recule avant ça, il y a des milliers d'années de présence abénakise. Puis ces gens-là ont vu le même territoire qu'on occupe avec une autre façon de voir le monde. C'est-à-dire que le monde est analysé autrement, il est vu autrement, puis ça nous permet d'avoir un peu la perspective face à notre propre environnement. Nous, on le voit, on le vit en français. On voit ce même univers-là, mais avec l'Abénaki, on le voit d'une autre lorgnette. On voit des choses qu'on verrait pas autrement. Puis on le voit à travers la langue. Puis souvent, il y a des choses expliquées à travers la langue. Sanomosé, c'est l'arbre à pierre. Pierre, pas la personne, la pierre comme une roche. Là. Ça, c'est l'érable. Ce que ça me dit, c'est OK, ça c'est l'arbre à pierre. OK, ça me donne les instructions pour me servir de l'arbre. Donc, faire bouillir de l'eau d'érable. Comment je fais sans avoir recours à du métal? C'est écrit dans le nom, c'est dit dans le nom de l'arbre. Sanomosé. Ça prend des pierres pour cet arbre-là. Comment ça? C'est pour faire bouillir de l'eau d'érable. Et pour faire le feu, oui. Quand on veut exploiter cette richesse-là de l'eau d'érable, pour la conserver, il faut la faire bouillir ou vous la transformer. Voici comment faire. C'est dit même dans le nom de l'arbre. On a une vision du monde qui décrit les choses. On voit le monde autrement. Si je regarde le ciel, c'est Asok. Puis un nuage aussi, c'est Asok. C'est le même mot. Mettons, je dis Asokwat, c'est à la fois, c'est nuageux, mais c'est aussi cieleux. Ça se dit pas en français, là, mais c'est le ciel, c'est les nuages. Quand il n'y a pas de nuages dans le ciel, il n'y a pas de ciel. Fait que ça, ça, c'est une façon de voir le monde. C'est les nuages, c'est le ciel. Quand les nuages sont pas là, il n'y a pas de ciel. Il n'y a simplement pas de ciel. C'est ça. C'est assez vertigineux de penser comme c'est ça. Ouais. Quels sont vos espoirs pour la langue abénakise ou vos craintes? Je dirais que les moments les plus durs sont probablement passés. Pas le dire bien honnêtement, on est passé à probablement une ou deux personnes qui n'aient pas de transmission du tout. Là. Ma professeure Monique est encore en vie, évidemment, mais elle n'enseigne plus. Puis c'est un peu un concours de circonstances quand j'ai commencé à enseigner moi-même parce qu'il n'y avait personne. C'est littéralement, il n'y avait personne. Puis elle me dit, toi, tu étais mon meilleur étudiant, ça va être toi le prof maintenant. Puis j'ai pris la relève, mais si je suis pas là, il y a une autre personne, Daniel Nolette, qui est à Benaki, lui qui est le directeur général du conseil de vente d'Odanak. Lui est assez bon aussi, mais il travaille à temps plein. Donc, ça prenait quelqu'un qui soit assez bon pour enseigner, qui avait le temps aussi. Puis moi, j'enseignais déjà. Donc, on est passé proche de plus avoir de cours. Il y a probablement quelqu'un qui se serait sacrifié ou Monique aurait continué de peine et de misère, mais elle travaillait pas dans ce domaine-là avant. C'est sa passion un peu comme moi, la langue. Donc, elle... n'enseignant pas, c'est moi qui s'est ramassé avec le poste, sinon il y aurait probablement plus de cours. Puis là, j'ai réussi à étendre la banque tout le temps dans l'espoir que des gens puissent prendre ma relève. Puis c'est ça qui fait que j'ai de l'espoir de la langue, c'est une fois qu'on est rentré dans un système scolaire, parce que l'Abénaki avant était dans un système scolaire, il était sorti du système scolaire, là, il est rentré de nouveau, là, parce que j'enseigne à l'institution Kiuna, là, qui est un cégep autochtone qui est situé à Odanak, un vrai cégep, comme n'importe quel autre cégep. Dans le DEC en arts, lettres, communication, il y a des cours de langue offerts, dont l'Abénaki, l'Innu, l'Atikamekw, l'Anishinaabe-Mohawk qui sont offerts. Là, maintenant, ces cours-là existent dans un système scolaire organisé, donc les gens sont crédités pour suivre ces cours-là. Donc, si jamais je disparais demain matin, ces cours-là, si quelqu'un vient assez bon dans, 10 ans, 5 ans, peu importe,
les cours peuvent être réactivés, sont déjà créés. De la même façon que j'enseigne aussi à l'Université de Sherbrooke des cours d'Abenaki, j'enseigne aussi à l'Université Bishop des cours d'Abenaki. Les cours sont entrés dans ils ont un code, là, ils ont un descriptif, puis ils ont un sigle, donc les cours existent. Donc, si le cours n'est pas donné pendant 5 ans, le recréer, c'est juste l'activer. On a quelqu'un, on donne le cours. Donc ça me donne un peu d'espoir que si jamais je suis plus là, il y aura des gens pour prendre la relève. Ça sera possible. Le plus compliqué va avoir été fait de créer les cours. Puis ensuite, on va juste prendre des gens pour les suivre. Puis là, de plus en plus, il y a de l'intérêt, entre autres de la part des Abénakis, mais aussi de la population en général. Il y a de l'intérêt pour les langues autochtones. Donc, il y a de l'avenir, parce qu'une langue, on peut pas parler tout seul. Là. C'est bien beau avoir des connaissances, il faut le partager. Donc, c'est ça mon espoir, c'est que plus je vais donner de cours, plus qu'il y a de gens qui vont être en contact, plus qu'il y a de gens qui vont être intéressés, plus qu'il y a de gens qui vont se consacrer à la langue. Là. Parce on part de loin. On part de vraiment loin. On a parti la roue de l'autre côté, mais ça se fait pas dans une année, une journée, c'est un processus à long terme. Dans les 20 prochaines années, on risque d'avoir plusieurs gens qui peuvent communiquer ensemble en Abénaki. Là. Je dis pas qu'on va créer des locuteurs complètement libres dans cette langue-là, mais on va avoir beaucoup de gens qui ont beaucoup de connaissances. C'est plus ça mon espoir. Ben, c'est ce qu'on va vous souhaiter, Philippe Charland. En tout cas, bravo pour votre travail de sauvetage. Travail très enthousiaste aussi, ça s'entend dans votre voix. Merci beaucoup. C'est Olonné, merci beaucoup. Au microphone de Confluence était Philippe Charland, grand spécialiste de la langue abénakise, un passionné à l'enthousiasme contagieux. Un grand merci à Philippe Charland pour ses propos éclairants quant à l'évolution et à l'avenir de cette langue autochtone. Merci aussi à Valérian Fournier pour la captation sonore. L'émission Confluent est portée par Mission Chez Nous. Vous souhaitez en savoir plus sur cet organisme de solidarité chrétienne avec les premiers peuples? Rendez-vous au www.missioncheznous.com. Merci Catherine, à la semaine prochaine. C'était un immense plaisir Mathieu, à la semaine prochaine. Et un grand merci à vous, auditrices et auditeurs de Confluent. D'ici notre prochain épisode, profitez bien de la remarquable programmation de Radio VM et de Radio Galilée.